Et bonsoir tout le monde. Bonjour Benjamin. Salut Enzo. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien. Et toi? Ben, ça va super. Très heureux de te retrouver pour notre premier live en binôme de 2024. Je vois qu'on est déjà un petit paquet, donc bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à celles qui sont en France, à celles et ceux qui sont en France, et bonjour à ceux qui sont comme Benjamin au Canada. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce premier live avec Benjamin de l'année. Hop, comme on a l'habitude avec Benjamin à faire les petits tests, s'assurer que tout le monde nous reçoit bien, nous entende bien, que tout le monde puisse nous voir correctement. Donc, on vous laisse faire un petit retour dans le chat, savoir si tout est OK pour vous au niveau de la technique. Et on va pouvoir démarrer tranquillement ce premier live. Je crois que c'est pas ton premier live, toi, Benjamin. C'est bien le troisième ou quatrième, je crois, non? Depuis janvier? Oui, effectivement, je me suis un petit peu échauffé avant de venir. Ouais, t'as une actualité là depuis début janvier. Je te vois passer un peu sur tous les lives. Donc, en effet, t'es déjà bien chaud à ce niveau-là. Ok, je vois que c'est ok. On a Dominique qui nous dit bonsoir. On a Mathieu aussi présent. Stéphane et Thibaut qui nous disent que tout est ok. Donc, on va pouvoir démarrer tranquillement tous ensemble. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans le premier épisode que j'espère, peut-être Benjamin, on verra ensemble s'il y a eu du succès, mais peut-être d'une série. On réfléchit avec Benjamin à aller plus loin plus tard sur ce format-là. Un premier épisode où on va parler ensemble du DAX, le fameux langage de Power BI qui peut faire peur aux novices, aux débutants. Donc, je vais être très clair, ce premier live va être assez simple niveau technique. On va se vouloir très accessible. Le but, c'est que vous puissiez toutes et tous comprendre les enjeux du DAX, comprendre à quoi ça sert, pourquoi ça existe, pourquoi c'est hyper important. Je pense que tu me confirmeras, Benjamin, mais si on veut maîtriser Power BI, si on veut bien comprendre l'outil et l'utiliser à 100%, il faudra tôt ou tard passer par du DAX. Donc le but, c'est de vous donner tous les éléments nécessaires pour bien démarrer avec le DAX, vous donner des éléments de langage, de compréhension, pour que ça soit OK pour tout le monde. Voilà. Donc on espère peut-être faire un deuxième, troisième, quatrième épisode, pourquoi pas, sur des niveaux plus avancés. Et le but, c'est qu'on se suive comme ça d'un live à l'autre. Avant d'aller plus loin, on va refaire une petite présentation rapide, même si je pense que je vois quand même beaucoup d'habitués dans le chat, de gens qu'on recroise très souvent. Je vais me représenter rapidement et après je laisserai la parole à Benjamin. Donc moi je suis Enzo Rido, je suis Practice Leader Data dans la société Clanic, qui est une ESN marseillaise basée un peu dans le monde entier. Mais moi je suis responsable du coup de l'offre data au sein du groupe Clanic. J'ai 10 ans d'expérience dans la BI principalement. Initialement sur des sujets SAP et depuis quelques années sur des sujets Microsoft. Voilà, donc certifié Power BI, Azure, etc. Toute la palanquée. Et je pense que c'est tout côté présentation. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, moi je reste dispo sur LinkedIn. Mais je pense que ça suffira pour cette petite introduction. Benjamin, je te laisse la parole peut-être pour te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas aussi. Ouais, avec plaisir. Bah déjà, Enzo, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de ce genre d'événement. Ça fait toujours plaisir. Je m'appelle Benjamin Eisenberg. Je suis consultant et formateur sur Power BI, qui est le sujet qui va en partie nous intéresser aujourd'hui. Et donc, voilà, je fais beaucoup de formations. Je suis basé au Canada, je travaille aussi avec la France, puisque je suis français, comme vous pouvez l'entendre. Et c'est ça, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur la présentation. Et comme Enzo, je partage un petit peu mes connaissances sur LinkedIn à travers des posts et comme aujourd'hui, à travers une conférence où on espère que ça va vous apporter un maximum. Complètement. C'est vrai que j'ai omis de le préciser, mais on essaie de communiquer énormément, de créer une sorte de petite communauté autour de Power BI sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous ajouter. Je sais que tu le rappelles très souvent, Benjamin, et moi, j'oublie de le faire, mais il ne faut pas juste nous suivre, il faut aussi nous ajouter pour que vous puissiez vraiment avoir les notifications, je crois, des lives, des posts, etc. Donc, c'est important pour vous puissiez vous tenir au courant de nos posts. C'est important de nous suivre et de nous ajouter. Ouais, exact. Surtout si les lives comme aujourd'hui, ça vous intéresse. Il faut savoir que LinkedIn, il pousse moins qu'avant les lives, malheureusement. Donc, on a beau communiquer dessus. Si vous faites partie de notre réseau, ça va être plus facile pour nous de vous réinviter. Exactement. Super. Écoute, 18h06, 18h07, on va pouvoir, enfin midi chez toi, je crois, Benjamin, c'est ça, ou 13h, je sais plus. Exact. Midi, ouais. Midi. Super. Bon, on va pouvoir démarrer. On est sur une petite heure ensemble
de présentation, de démonstration. Comme d'habitude, n'hésitez pas s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas précises, des incompréhensions, n'hésitez pas à poser les questions. On essaie d'y répondre au maximum en live, etc. Ou alors on les traite en fin de live. Donc n'hésitez pas, ne vous censurez surtout pas. On est là vraiment pour échanger, communiquer avec vous. Le petit sondage qu'on adore faire à chaque fois en début de live, comme je vous l'ai dit, on va être sur un live où on va démarrer avec le DAX. Donc, on va partir du principe que vous ne connaissez rien au DAX, que vous n'avez jamais touché une ligne de code en DAX, vous ne connaissez même pas la différence entre colonne et mesure. Donc, le but, c'est de comprendre un peu le niveau qu'il y a au sein de l'assemblée, savoir votre niveau en DAX. Donc, est-ce que vous démarrez tout juste avec le DAX niveau 1 ou est-ce que vous êtes vraiment un vrai maître Jedi niveau 5 ? Dans quel cas, on pourra aussi un peu vous challenger dans les questions que vous allez nous poser. Donc, dites-nous un peu voilà, votre niveau aujourd'hui. Benjamin, le temps que je puisse voir les réponses qui apparaissent, je te mettrai un petit 5 à toi, non, concernant le DAX. Ah bah justement, j'allais écrire j'allais écrire 4,8 dans le chat pour garder un petit peu de modestie quand même. Ouais, et puis il y a tellement de nouveautés en DAX, de nouvelles fonctions qui arrivent en permanence Absolument. que être à 5, il faut être vraiment toujours up-to-date niveau fonction pour être vraiment parmi les personnes qui sont au top niveau. Ok, donc je vois qu'on a Stéphane Besson qui a 1, on a un Thibaut d'Emmanuel qui est niveau 2, on a entre du 1 aussi pour Mahoud. Voilà, on a un peu de tous les niveaux, c'est top. On a Mathieu qui marque du -2, je pense, pour la petite blague. Alors que je sais que Mathieu n'est pas en -2, bien au contraire. Bon, c'est bien, on voit qu'on a un niveau qui est assez équivalent. Il y en a beaucoup qui démarrent, qui débutent, donc c'est super. Encore plus, c'est super important, c'est le public vraiment qu'on visait avec Benjamin. Pour toutes celles et ceux qui sont niveau 1, n'hésitez pas. C'est votre moment. Posez vos questions, même ceux qui sont même niveau 3, niveau 4, hein, n'hésitez vraiment pas à challenger, aller un peu plus loin. On va reprendre les bases, les b.a.-ba du DAX et on va voir tout ça ensemble tout au long de ce live. Donc c'est super. Je vois qu'on a des niveaux assez équivalents, donc c'est top. On va pouvoir démarrer. Allez. Promis, on vous passe 3-4 slides, allez 5 je crois Benjamin, je ne sais plus combien de slides on a, on vous place quelques slides pour un support de communication, mais après derrière bien sûr on va vous faire une démo en live, c'est le but aussi, on reprend ensemble les bases du DAX, qu'est-ce que c'est, les mesures, les fonctions à connaître et après on vous fait des démos concrètes. Donc le DAX, déjà important, le DAX c'est un acronyme, donc il y a des mots derrière ces 3 lettres-là qui représentent Data Analysis Expression. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux comme acronyme et on ne pouvait pas faire mieux comme définition. Le DAX, au même titre que vous allez retrouver dans Excel, ce sont toutes les collections de fonctions qui existent, qui vont permettre de créer des calculs ou créer de l'information supplémentaire par rapport à un jeu de données. Comme on aime à le dire très souvent en BI, on part toujours d'un jeu de données qui est brut, très souvent en mode tabulaire, des colonnes et des lignes. Telles quelles, ces données n'ont pas trop de sens, ne dégagent pas forcément d'informations. Et dans Power BI, le langage qui permet de créer de l'information grâce à ces données, c'est le DAX. Donc, j'aime à dire qu'il y a des très grosses ressemblances avec Excel parce que la logique est très souvent le même. Pour toutes celles et ceux qui connaissent Power Pivot, etc., vous allez retrouver les mêmes notions de mesure, de colonne et même aussi des fonctions qui sont équivalentes. À savoir que dans Excel, juste, je fais un gros disclaimer par contre, dans Excel, vous avez les fonctions qui sont traduites en français, alors que dans Power BI, et je crois que je ne dis pas de conneries, hein, mais dans Power BI, il n'y a que des fonctions en anglais. Il n'y a que de l'anglais, voilà, il n'y a pas de français. Donc, si vous voulez faire une somme, par exemple, ne cherchez pas la fonction somme, littéralement français. Cherchez plutôt la fonction SUM, le sum qui est la traduction en anglais. Donc, ressemblance en Excel, oui, au niveau des fonctionnalités et des fonctions même qu'on va connaître, mais il y a quand même des spécificités, des différences qui sont assez notables et on ne code pas de la même manière en Excel que dans Power BI. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même de grosses ressemblances. Si vous êtes un pro de Excel, je pense que dans la logique, vous allez forcément vous y retrouver. Et ensuite, concrètement, le DAX, comment on l'utilise, comment on va créer, c'est quoi, ça va se matérialiser comment dans votre rapport. Généralement, et c'est tout le temps, c'est avec ces deux objets-là que vous allez faire du DAX, on va créer et coder en DAX, si je peux dire coder, même si c'est un bien grand mot, vous allez vraiment écrire du DAX au travers de colonnes et de mesures. C'est les deux grandes notions que vous devez absolument appréhender quand on parle de DAX. Vous aurez toujours associé au DAX la colonne ou la mesure.
Donc, vous vous en doutez, après avoir compris de qu'est-ce que c'est que le DAX, qui permet du coup de créer des analyses supplémentaires sur votre jeu de données, comment je crée ces analyses, je vais pouvoir les créer au travers des colonnes et des mesures. Donc, il faut maintenant bien comprendre la différence entre ces deux-là. J'avance un peu, Benjamin, je te laisserai peut-être rebondir si tu as des choses à dire. Je pense que le nerf de la guerre dans le DAX, avant même de savoir quelle fonction je veux utiliser, où est-ce que je vais créer ma colonne, où est-ce que je vais créer ma mesure, c'est de comprendre la grande différence entre les deux. Donc, je vous ai mis un petit texte en dessous pour expliquer ce que c'est une colonne, ce que c'est une mesure. Mais moi, j'aime à dire que dès lors où vous allez créer une colonne avec une fonction DAX, vous allez créer une information supplémentaire. Pour celles et ceux qui sont à l'aise avec notamment la modélisation en BI, quand on parle de table de faits, table de dimensions, etc. Pour moi, quand on va créer une colonne, on va créer une dimension supplémentaire. On va ajouter une information. Avec une colonne en DAX, vous allez pouvoir extraire, par exemple, l'année d'une date de vente. Vous allez pouvoir calculer la différence de jours entre une date de livraison prévue et une date de livraison réelle. Vous rajoutez une information. Les colonnes sont très peu, voire jamais utilisées pour faire des calculs. De plus, le fait de créer une colonne en DAX rajoute physiquement dans votre table, dans votre modèle sémantique, une colonne supplémentaire dans votre modèle de données. À la différence de la mesure, qui elle est faite pour créer des indicateurs, créer un calcul. On parle souvent d'agrégation. Je veux faire par exemple la somme de mes ventes, je ne vais pas créer une colonne, je vais créer une mesure pour venir rajouter un indicateur supplémentaire. Donc, moi, la question que je me pose toujours quand j'hésite entre la colonne ou la mesure, c'est est-ce que je veux créer une information ou est-ce que je veux créer un indicateur? Je ne sais pas comment toi, Benjamin, justement, tu l'appréhendes en formation, parce que moi aussi, je donne des formations du coup, et c'est comme ça que je leur dis, j'explique à mes participants, c'est vous hésitez entre les deux, qu'est-ce que vous voulez faire? Une information, une dimension, une colonne, une agrégation, une mesure, enfin un indicateur, une mesure. Je ne sais pas comment toi tu l'appréhendes justement. Disons que pour les gens qui viennent de Excel, comme tu l'as dit, il y a quelques ressemblances avec Excel. Alors, il faut se méfier parce qu'en fait, c'est une toute autre manière de penser qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais les colonnes ont cet avantage que ça ressemble un petit peu à la façon dont on travaille dans Excel. Dans Excel, vous allez avoir vos gros tableaux, vous allez faire vos recherches V, vos recherches X pour ceux qui connaissent, des choses comme ça dans Excel. Vous allez appliquer sur de nouvelles colonnes. En général, c'est souvent comme ça qu'on travaille dans Excel. Et en appliquant ce genre d'approche dans Power BI, peut-être ça va se rapprocher, ça va être plus intuitif parce que vous allez voir, comme Enzo a dit, ça va être physiquement présent dans la colonne. Vous allez voir le résultat sous vos yeux. Et donc, pour les débutants, c'est sûr que ça peut être une première étape intéressante. Mais ultimement, ce qu'on fait dans Power BI en général, c'est qu'on crée des mesures. Donc, les mesures, c'est comme des indicateurs. C'est comme ça qu'on travaille. Oui, vous pouvez créer des colonnes, mais parfois, ce n'est pas utile, voire même c'est contre-productif. Ouais. Peut-être ça va être intéressant d'avoir un exemple. Complètement. On va vous pour le montrer tout à visualiser. l'heure. Ouais, complètement. On va le montrer, la différence entre les deux, le résultat. Voilà. Faites attention aussi, c'est que vous vous doutez, si vous récupérez un jeu de données qui est volumineux et que vous allez créer à la volée des colonnes, des mesures, ça va aussi alourdir votre modèle sémantique. Donc là, on sort un peu de l'aspect, on explore le DAX, mais gardez en tête aussi que le DAX, c'est magique, on fait plein de choses, c'est super. Par contre, dès lors que vous rajoutez des colonnes sur des colonnes sur des colonnes, vous alourdissez aussi vos tables. Parce que comme l'a justement dit Benjamin, quand vous rajoutez une colonne, ça rajoute un calcul pour chacune de vos lignes. Donc 1000 valeurs, 2000 valeurs, peu importe, en fonction de votre volumétrie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes notions. C'est là où où vraiment je vous attends. C'est si vous voulez apprendre le DAX, faites attention à la différence entre la colonne et la mesure. Et on a une super question de Oscar, et j'espère que quelqu'un la pose, qui nous demande, est-il préférable de créer la colonne dans Power Query? Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Power Query, qui est le moteur de transformation de Power BI, qui permet de faire vos transformations, vos nettoyages de données, etc., on peut aussi, dans Power Query, rajouter des tables physiquement dans votre jeu de données. Alors, en effet, Oscar, il est préférable de créer la colonne dans Power Query. Pourquoi? Dans Power Query, si vous créez la colonne directement dans la table, la colonne se calcule au moment de l'actualisation de votre jeu de données. Ce qui veut dire que dès lors que la colonne elle est calculée une fois l'actualisation,
quand votre utilisateur va venir utiliser cette colonne pour faire ses filtres, ses graphiques, etc., la colonne est déjà calculée. Donc, pas de temps de chargement, etc. Par contre, si cette même colonne est faite en DAX, la colonne est à chaque fois recalculée en fonction des sélections et des mouvements que va faire l'utilisateur dans le rapport Power BI. Ce qui veut dire que d'un côté, on a le jeu de données qui est préparé en Power Query avec nos colonnes, qui est mis à disposition et la personne joue avec, alors que si on le fait dans le DAX, le calcul est refait à chaque fois avec l'utilisation. Donc, très très bonne question. Oscar, oui, il est toujours préférable de modifier votre modèle sémantique, non pas avec du DAX, mais avec du Power Query. Par contre, parfois, en fonction de la gouvernance de votre entreprise, il se peut que vous n'ayez pas accès à Power Query et donc vous ne puissiez pas rajouter des colonnes directement dans votre modèle sémantique et donc vous deviez passer par du DAX. Thibaut qui me pose une autre question. Dans le doute, toujours favoriser une mesure. Alors, le grand avantage de Power BI, c'est que rien n'est irréversible. Donc, même si vous faites l'erreur de créer une colonne ou une mesure, vous allez vite voir l'erreur. Par contre, la mesure, non, ce n'est pas toujours la solution optimale parce qu'une mesure attend toujours une agrégation. Donc, la mesure pour par exemple extraire l'année, c'est possible, mais si vous voulez faire par exemple la différence de jour entre une date A et une date B, il faut dire mais moi j'ai besoin d'agréger mes données parce que j'ai plusieurs lignes qui apparaissent. Donc la mesure n'est pas toujours une réponse absolue. On va continuer, je vois qu'on a plein de questions. Raphaël, je vois bien ta question, Raphaël Boublil, qui nous dit pourquoi pas créer une colonne directement dans SQL sur Data Warehouse. On traitera la question à la fin parce que c'est une question super intéressante qui est d'un niveau supérieur que Oscar en termes de transformation de données, qui est hyper intéressante. Donc, on en parle juste après, Raphaël. On avance un peu pour les démonstrations. Et je crois que Benjamin, j'ai beaucoup parlé pour la différence entre colonne et mesure. Je te laisse peut-être présenter. Tu as un beau schéma sur les fonctions DAX par où démarrer. Ouais, exact. Peut-être juste avant, j'ajouterais un point qui est important, c'est que les mesures, elles réagissent au contexte utilisateur. Donc, si vous créez des fonctions dans Excel, par exemple, pour les gens qui viennent d'Excel, quand on crée des fonctions, elles ne vont pas réagir dans la plupart des cas à la sélection d'un utilisateur. Puisque Excel, ce n'est pas fait pour faire des dashboards. Oui, on peut faire des dashboards, mais les fonctions Excel, elles restent statiques. Elles calculent quelque chose à un instant T selon certaines hypothèses. Dans Power BI, ce que vous allez voir par la suite, c'est que on crée des expériences pour nos utilisateurs qui vont pouvoir changer sur votre tableau de bord. Moi, je m'intéresse à telle région ou moi, je m'intéresse à telle catégorie de produits. Et les mesures qu'on va créer, elles vont réagir aux sélections de vos utilisateurs. Ça, c'est un point à garder en tête, surtout pour les gens qui se posent des questions. Ah ouais, pourquoi je n'irais pas le faire dans Power Query? Power Query, une fois que j'ai fait mes requêtes, elles ne bougent plus. Elles sont figées. Et donc, ce qui est intéressant dans l'étape suivante en DAX, c'est cet aspect interactif. Bon, je voulais juste ajouter cette parenthèse. Non, c'est une très bon complément. Alors, une question qu'on peut se poser, Enzo, je pense à la même question, c'est quand les gens se forment, OK, il y a 250 fonctions ou 300, je ne sais plus combien il y en a exactement. Où est-ce que, par où donner de la tête? Alors, on a essayé de vous lister ici, finalement, les 12 fonctions, puis ça peut toujours être soumis à débat. Vous pourriez dire, il manque telle ou telle fonction. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire si vous estimez qu'il manque des fonctions importantes. Mais voici le genre de fonctions vraiment de base que vous devez absolument connaître pour sommer un indicateur, faire des moyennes, faire des comptages. Tout ça, c'est des choses que vous allez faire quand même assez fréquemment si vous vous lancez dans du DAX. Et après, sur la droite, des fonctions un tout petit peu plus complexes, comme par exemple Calculate, qu'on va détailler. Je pense qu'on va aussi parler de SumX. Donc, sur la droite, les fonctions sont un tout petit peu moins, on va dire, moins élémentaires que celles sur la gauche. Sur le tableau, sur la colonne de gauche, c'est vraiment des statistiques élémentaires. Et sur la colonne de droite, on entre plus dans la complexité du DAX ou plutôt dans la richesse du DAX. Vous allez pouvoir affiner les indicateurs, les analyses que vous souhaitez produire. Exactement. Et comme tu as dit justement, Benjamin, il y a une palanquée de fonctions qui existent dans Power BI en DAX. Je vous ai mis en lien les références de DAX de Power BI. Vous verrez, c'est organisé par catégorie fonctionnelle et technique. Plutôt bien fait, même si je dois avouer que parfois,
les exemples que propose Microsoft sont pas les plus pertinents et moi, des fois, ils m'embrouillent plus qu'autre chose. Mais en effet, voilà, je vois beaucoup de fonctions qui, moi aussi, me semblent très pertinentes. Et on a une très bonne remarque de Nitish qui nous dit le switch au lieu du if. En effet, peut-être pas au lieu, mais aussi le switch qui peut être super intéressant. Et je crois qu'en plus, Benjamin, tu en parles. Peut-être tu fais un exemple dessus, je ne sais plus. Alors, on va pas parler du Switch aujourd'hui parce que bon, je suis d'accord avec toi évidemment, mais c'est quand même plus avancé le Switch. C'est quand même là, Ouais. on est sur un live débutant, donc oui, c'est Voilà, très on bien va le savoir à Nitish, mais niveau, mais ouais. on Mais va c'est une peut-être pas très, aller très bonne jusque-là remarque. aujourd'hui. Mais c'est Ouais, une bonne remarque, complètement. ouais. Mmh. Super. Donc voilà, là, à l'écran, vous avez à peu près les fonctions qui en plus, moi, je sens qui me paraissent pertinentes et qu'il faut absolument maîtriser et connaître, notamment le all, et cetera. En fait, je pense qu'il y a d'autres notions aussi à appréhender qu'on verra ensemble, je pense, dans un prochain live. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les colonnes et les mesures aussi à appréhender avec le DAX. Il y a la notion de contexte de filtre et le contexte de ligne qu'on verra tout à l'heure, enfin, qu'on commencera à voir tout à l'heure. Mais c'est une notion aussi très importante à appréhender quand on parle de DAX, la notion de contexte de ligne ou contexte de filtre. Ces notions-là, on essaiera de les traiter dans ce second live qui sont hyper importantes pour comprendre le fonctionnement du DAX. Et d'ailleurs, à ce sujet, ça fait une bonne transition pour terminer notre présentation. C'est Benjamin, je te laisse en parler, ça peut intéresser beaucoup de monde ici. Ah oui, je voulais le mentionner à la fin, mais merci de le montrer dès maintenant. Écoutez, j'avais enregistré une formation l'année dernière, totalement libre accès, pour ceux que ça intéresse sur le DAX. Simplement, allez sur mon site pour ceux qui veulent aller plus loin. Si à la fin du live, vous avez aimé, revenez au prochain live, bien sûr, qu'on va faire avec Enzo. Mais vous pouvez aussi aller sur mon site datacoach.ca pour les plus curieux et qui veulent aller suivre une formation. C'est totalement gratuit et voilà, ouais, vous avez le lien. Merci Enzo de l'afficher. Pas de souci, avec plaisir. En plus, je sais que tu fais des formations de qualité, donc ça peut servir pour celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer des formations. Benjamin fait des choses gratuites et de bonne qualité en plus, donc n'hésitez pas, profitez-en. Je pense que c'est pas tous les jours qu'on vous donne l'opportunité d'avoir des choses gratuites et de qualité. Allez, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on peut démarrer la petite présentation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et on va passer dans du concret. Dans du cas concret, on va vous montrer comment on crée du DAX, comment on le fait, comment on le code, quelles sont un peu les bonnes pratiques associées, etc. On a chacun, avec Benjamin, un jeu de données différent. On s'appuie pas sur le même jeu de données pour juste une question d'organisation. On a choisi un jeu de données différent. Donc moi, pour un peu vous expliquer la démonstration que je vais vous faire, tout va se faire sur un jeu de données. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi l'Assemblée qui font les challenges DataVis de Onyx Data, qui proposent chaque mois un jeu donné sur un thème particulier et ils vous disent, ben voilà, on met en jeu 500 $ de vouchers sur Amazon et celui qui fait le plus beau rapport Power BI sur ce jeu de données-là, il gagne le gros lot. Donc moi, j'ai voulu faire ce challenge-là, mais j'ai pas eu le temps ce mois-ci. Et du coup, je trouvais le jeu de données super intéressant. D'ailleurs, c'est un jeu de données, Benjamin, sur le site Udemy. Et ce jeu de données, il est très simple. On a une colonne course ID, donc l'ID du cours, l'ID de la formation. On a le titre de la formation, son URL, savoir si la formation est une formation payante, son prix, le nombre de subscribers. On a le nombre de vues ou de lectures qu'il y a eu sur cette formation, typiquement, leur niveau, etc., etc. Donc là, on a un jeu de données très basique, très classique, rien de plus compliqué, rien de plus simple. On a un modèle qui l'est tout aussi autant. On a notre table qui s'appelle TD Udemy juste ici, qui est connectée à notre table temps. Vous savez, la bonne pratique, c'est de se créer une table temps dans notre modèle sémantique pour pouvoir faire nos jointures. Donc là, on voit qu'on a vraiment un jeu de données très classique, très simple. À partir de ce constat, j'ai voulu mettre en place 2-3 exercices pour vous montrer un peu le comportement du DAX dans Power BI. Donc, le premier objectif de notre... Oui, Thibaut, excuse-moi, Benjamin, je lis les questions en même temps, mais j'ai Thibaut qui nous demande est-ce qu'on pourra mettre le lien pour s'inscrire au défi. Je vous mettrai le lien tous les liens qu'il faudra pour que vous puissiez vous inscrire. Donc, premier objectif, ça va être de calculer la somme des lectures. Donc, pour ça, moi, j'ai un petit tableau ici, j'ai préparé un petit tableau qui me liste tous les sujets de mes formations. Donc, on voit que j'ai 4 grands sujets qui apparaissent, la business finance, le graphic design, le music instrumental et le web development. Ce que je veux, moi, directement, c'est de pouvoir calculer la somme de toutes les lectures pour chacune de mes lignes que j'ai ici.
Le moyen le plus simple de le faire, c'est tout simplement de réutiliser mon champ déjà existant qui s'appelle numLecture, qui est ma colonne présente juste ici. Donc jusqu'à là, vous n'êtes pas obligé de créer une mesure ou une colonne pour calculer cette information-là. D'ailleurs, si je glisse et dépose directement mon numLecture, je vois que l'agrégation se fait en automatique. Mais cette agrégation se fait seulement parce que dans les paramètres de mon champ, j'ai spécifié le comportement à adopter. Donc là, on voit que par défaut, j'ai mon agrégation qui est spécifiée sur du somme. Donc par défaut, dès lors où j'utilise cette colonne-là dans un de mes champs, dans un de mes visuels, par défaut, il prend ma valeur et il m'en fait une somme. Malheureusement, on n'a pas besoin forcément tout le temps d'avoir la somme. Des fois, on a besoin d'avoir le minimum. Sauf que si je modifie directement sur mon champ, je contrains mon champ à toujours utiliser cette application-là. Ce qui fait que utiliser les champs par défaut, ce n'est pas forcément toujours la meilleure solution, parce que si vous avez besoin d'utiliser cette valeur-là dans d'autres contextes, vous ne pourrez pas le faire. Donc, solution, vous vous en doutez, c'est de venir créer du DAX. Maintenant, question pour l'assemblée. À votre avis, est-ce que je dois créer une mesure ou une colonne pour calculer la somme de mes lectures? Benjamin, je te laisse pas répondre, parce que tu vas forcément bien répondre. Mais je laisse peut-être 2-3 personnes mettre en commentaire. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Une colonne, une mesure. Si vous nous avez bien écouté en début de live, la réponse doit être assez évidente. Je ne sais pas si, vu qu'on a un petit décalage, je ne sais pas si je vais voir les réponses tout de suite. Ok, super. Bon, on a les réponses. En effet, c'est bien une mesure qu'on doit venir créer pour calculer la somme de mes lectures. Donc maintenant, comment je crée une mesure? Pareil, rien de plus simple dans Power BI. L'interface est assez bien faite. Le tout, c'est de savoir où se trouvent les options. Enfin, assez bien faite. Vous pouvez le faire de 3 ou 4 manières différentes. Bon, je vois que tout le monde dit mesure, c'est super. Soit vous vous positionnez sur votre table TD Udemy juste ici. Vous faites un clic droit, nouvelle mesure. Soit, depuis le menu outils de table, vous venez ici, nouvelle mesure. Soit, vous passez de la vue affichage de rapport à la vue affichage de table, et à partir de là, dans outils de table, vous pouvez aussi rajouter une nouvelle mesure. Bref, le menu créer une nouvelle mesure ou même une nouvelle colonne, il est de partout et ça fait exactement la même chose. Que vous preniez depuis ce menu-là, depuis ce menu ici, ou hop, depuis ce menu ici, ça fait exactement la même chose. Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire sur ma table, clic droit, nouvelle mesure. Dès lors où là, vous cliquez sur une nouvelle mesure, vous allez voir que Power BI travaille un peu. Et là, j'ai ma barre de fonction qui apparaît juste ici. Cette barre de fonction, c'est à l'intérieur de cette barre-là que vous allez créer votre calcul, votre mesure d'axe. Donc, ça s'écrit toujours de la même manière. Vous devez toujours donner un nom à votre mesure ou à votre colonne. Donc, nous, on va l'appeler somme des lectures. Ça, c'est le nom de votre mesure ou de votre colonne. Ensuite, on spécifie toujours le égal pour démarrer la fonction. Et après le égal, vous pouvez commencer à coder, entre guillemets, en DAX. Donc le code, c'est, je peux appeler ma fonction sum pour la somme de mes lectures, ou je peux très bien faire un calcul très basique, 14 divisé par 8, par exemple. Ça marche aussi. Ou je peux écrire du texte. Blablabla. Ça fonctionne. On n'est pas obligé de toujours appeler des fonctions. Nous, ce qu'on veut, c'est calculer la somme, donc SUM, de mes lectures. Si vous ne savez pas comment, vous devez écrire la fonction somme. C'est plutôt bien fait dans Power BI. Vous avez l'information additionne tous les nombres de votre colonne. Et si vous passez la souris par-dessus, hop, je vais revenir ici. Si vous faites somme, tac, et vous faites parenthèse, voilà, il va vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il attend comme paramètre, cette fonction somme? Elle attend le nom de votre colonne. Et là, ça va nous dire additionne tous les nombres d'une colonne. Super, c'est ce qu'on veut faire. Donc nous, on va appeler notre num lecture juste ici. On ferme la parenthèse, on valide. Et là, on va avoir notre mesure qui a été créée juste ici. Et on le voit bien parce qu'on a la petite calculette qui apparaît, qui spécifie que le champ somme lecture est une mesure. Et à partir de là, cette mesure, vous pouvez la réutiliser comme vous le souhaitez
dans différents visuels. Dans notre cas, nous, on va le réutiliser dans un tableau, par exemple. Et on voit que la valeur est exactement la même. Maintenant, ma somme lecture ici, ma mesure, est-ce que vous pensez qu'elle va apparaître dans ma table directement physiquement? Eh bien non. Quand je suis dans ma vue affichage table, que je sélectionne TD Udemy, je vois bien apparaître dans la liste de mes champs ma valeur somme lecture. Elle apparaît bien à ce niveau-là, elle est juste ici. Par contre, quand je parcours toutes les colonnes de ma table, je ne vois à aucun moment ma valeur somme lecture qui apparaît. Parce que la mesure n'est pas un objet physique rajouté à votre modèle sémantique. C'est un champ, comme le disait Benjamin, que vous pouvez réutiliser à la volée et qui est calculé à l'utilisation par l'utilisateur. C'est tout. Maintenant, faisons exactement le même travail, mais avec une colonne pour voir le comportement, cette fois-ci. Hop. On revient sur notre table TD Udemy. On fait une nouvelle colonne. Et à partir de là, on a encore notre barre de formule qui apparaît. Et cette fois-ci, on va l'appeler colonne sum hop, lecture. Et je refais exactement, mot pour mot, lettre pour lettre, la même fonction. J'appelle ma fonction sum et je viens récupérer le nombre. Est-ce qu'il me récupère la lecture? Le nombre de lectures juste là. Je valide. Super. Et là, j'ai bien ma nouvelle colonne qui apparaît dans ma table TD Udemy. Et je vois d'ailleurs que le petit logo n'est pas du tout le même que la petite calculette que j'ai ici. Si j'appelle cette colonne somme de lecture juste là, vous voyez que le comportement n'est pas du tout le même que votre mesure. Pourquoi? Parce que la colonne va venir calculer la somme ligne après ligne. Ce qui veut dire que si je vous fais un autre exemple plus parlant, si je vous mets un KPI très basique et que je vous affiche la somme de ma mesure, vous voyez que ici j'ai 148 000 lectures qui correspondent à mes 147 000 qui sont juste là. On va faire ça comme ça. Voilà. Si je fais le même KPI, mais avec ma colonne cette fois-ci, que je vais afficher la colonne somme lecture, vous voyez qu'à ce niveau-là, j'ai ici une valeur qui est complètement aberrante. Et vous savez à quoi correspond cette valeur-là? Ça correspond à 147 000 fois le nombre de lignes que vous avez dans votre jeu de données. Si je viens ici, dans ma table directement, que je me décale, je vois que cette fois-ci, ma somme lecture, elle apparaît bien, parce que c'est une colonne. Mais je vois que pour chacune des lignes, j'ai le montant total de ma table qui est stocké dans ma ligne. Donc pour chacune de mes lignes, donc pour chacune de mes 3678 lignes, j'ai la valeur 147 000 qui apparaît. Parce que la colonne va venir compresser toutes les données au niveau de la ligne et vous afficher le total. Ce qui fait que là, c'est bien ce que je vous disais au début, il est primordial de faire très attention quand vous faites le choix de faire une colonne ou une mesure, parce que le résultat n'est pas du tout le même, alors que la fonction appelée est strictement la même. Voilà. Donc ça, c'était la petite différence, cette présentation à ça, c'est le b.a.-ba du DAX, de ne pas confondre les colonnes et les mesures pour bien identifier vos problématiques. Hop. Super. Allez, j'avance un peu. Donc là, ce que je vous ai montré pour le sum, qui est une fonction d'agrégation très basique, marche aussi très bien pour le min, pour le max, pour l'average, etc., etc. Plein de fonctions d'agrégation existent, mais en tout cas, les fonctions d'agrégation de base, sum, min, max, fonctionnent de la même manière. Deuxième exercice, on souhaite cette fois-ci calculer la somme des lectures, donc cette valeur-là, somme lecture, pour la catégorie web développement spécifiquement. Ce qui veut dire qu'on souhaite, nous, récupérer cette valeur-là, 63 381. Comment je peux, en DAX, récupérer spécifiquement ma valeur de web développement dans ma fonction sum num lecture? Pour ça, Benjamin vous en a parlé tout à l'heure, on va utiliser la fonction calculate, en plus de la fonction sum. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une nouvelle mesure, parce qu'on ne fait pas une colonne. N'oubliez pas, on va calculer un indicateur. On fait une nouvelle mesure. Et on va lui dire somme de mes lectures pour le web
dev. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction calculate. Calculate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle évalue une expression dans un contexte modifié par des filtres. Ce qui veut dire qu'on doit lui dire, tu vas venir me calculer la somme de mes lectures. Donc là, on a bien défini l'expression. Et tu vas me filtrer ça en disant par exemple que mon subject, donc ma colonne subject, doit être égale à web development. Hop. Donc, je vais décomposer la fonction calculate. On lui appelle l'expression, qui est notre somme des lectures. Et cette expression, on veut la filtrer spécifiquement, on veut forcer le contexte de filtre sur les sujets web development. Pas plus, pas moins. On valide. Et après, je vais un peu accélérer parce que je vois que le temps passe et Benjamin a des beaux sujets à vous présenter aussi. On valide. Et si je rappelle, hop, cette valeur-là directement dans une fonction, je vois que j'ai bien les 63 000 qui apparaissent ici, 63 381 qui correspondent à mon web development juste ici. Si j'utilise cette mesure directement dans mon tableau, on voit que j'ai bien le 63 381 qui est forcé et j'ai pas de ventilation pour mes autres sujets parce que on force le contexte de calcul au web development. Donc la calculate, je pense que tu me confirmeras Benjamin, mais c'est le b.a.-ba à maîtriser. Ça force la notion de contexte de filtre dans Power BI. Allez. On fait encore une autre passe sur un autre exemple. Maintenant, ce que l'on souhaite, c'est typiquement calculer la part en pourcentage de mes sujets. Donc, ce que je vois apparaître, c'est moi, Business Finance, aujourd'hui, elle représente 38 755 lectures. Mon Web Development représente 63 381 de lectures. Ce que je voudrais, c'est d'avoir la part en pourcentage de ces éléments-là par rapport au total de mon calcul qui est juste ici, par rapport à mes 147 520. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un nominateur-dénominateur, donc faire une division. Il faut diviser ces valeurs ici par le total au global. Donc, nous, on a déjà dans notre tableau, on a déjà notre somme lecture juste ici. On a cette valeur-là. Maintenant, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est récupérer ce 147 000 pour venir diviser ce 147 000 par rapport à tout le reste juste ici. Et là, il va falloir aller un peu plus loin dans la réflexion. On a une fonction dans Power BI qui s'appelle la fonction all. La fonction all, on va la créer tous ensemble. Hop. La fonction all, tac, juste ici. Donc là, on va l'appeler all sum lecture. Ce que je veux, moi, c'est récupérer la somme de mes lectures, sum lecture. Et là, je vais appeler la fonction all juste ici. La fonction all, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne toutes les lignes d'une table ou toutes les valeurs d'une colonne en ignorant les filtres qui ont été éventuellement appliqués. Ce qui veut dire que en spécifiant la fonction all pour mon calcul sum juste ici, je vais ignorer tous les filtres ou tous les contextes qui lui seront spécifiés lors de son utilisation. Donc moi, ce que je veux, c'est je veux récupérer la somme de toutes mes lectures sur l'ensemble. C'est pour ça que le all est très important, c'est tout en anglais, c'est l'ensemble de ma table TD Udemy. Je ferme mon all, je referme juste ici mes parenthèses et je valide. À partir de là, vous allez voir que cette mesure, si je viens la réutiliser dans mon tableau, j'ai bien les 147 000 qui sont ici, qui sont rappelés pour chacune de mes lignes. Ce qui me fait du coup une base de comparaison pour chacune de mes autres lignes. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à diviser votre somme lecture par le all sum lecture pour avoir votre valeur en pourcentage. Maintenant, comment on fait cette division? C'est très simple. Vous avez la fonction divide qui existe dans Power BI. Vous pouvez faire une division aussi à la mano, hein, donc avec le slash, c'est possible. Donc là, on peut marquer par, hop, par pourcentage. Et là, vous pouvez dire, je veux faire mon divide, je veux diviser mon sum
lecture par mon all sum lecture, je valide. Hop. Et quand je viens rappeler cette mesure dans mon tableau, je vais avoir la part en pourcentage qui apparaît. Hop, on sélectionne notre champ, on vient passer notre champ en format pourcentage. Et là, j'ai la valeur qui apparaît, comme par magie. Donc vous voyez que pour calculer la part en pourcentage, vous avez besoin de plusieurs éléments. Vous avez besoin de la somme ligne après ligne, donc notre somme lecture, et vous avez aussi besoin de la somme au global de tout notre jeu de données pour faire la comparaison entre cette valeur-là et cette valeur-là pour avoir la valeur en pourcentage. Rassurez-vous, pour celles et ceux qui n'ont pas envie de faire toutes ces fonctions-là, vous en aurez besoin tôt ou tard d'appeler la part en pourcentage, etc. Mais dans les tableaux, vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité ici d'afficher vos valeurs comme pourcentage de total général, et ça fait exactement la même chose que je viens de vous montrer en DAX, mais en automatique. Sauf que ça marche que pour les tableaux. Donc attention à cette petite spécificité. J'avais une autre présentation aussi à faire, mais je vais te laisser prendre le relais, Benjamin. Ce sera pour la prochaine fois. C'était pour les all selected avec le DAX. Mais je pense que je vais te laisser le dernier quart d'heure pour que tu puisses au moins présenter ça. Si tu veux qu'on ait un peu de temps, je ferai la presse juste après. Alors juste, Benjamin, avant que tu reprennes la main, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Hop. Alors, j'en vois pas forcément dans le chat, alors je sais pas si c'est mis à jour ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas, on est là pour y répondre. Oui, il y a une fonction, une question plutôt, que j'ai pas compris, de Florent qui nous dit si on fait ne pas sommer, comment ça se comporte? Ah oui, je sais de quoi il parle. Je sais de quoi il parle. C'est à ce niveau-là, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Hop. Donc, je présume ici, c'est la notion de ne pas sommer. Donc, Ah oui, ne pas résumer. voilà, ne pas résumer, exactement. Donc, ne pas résumer, qu'est-ce que ça fait? Ça va prendre toutes vos lignes et ça va vous les afficher de manière distincte. Le fait de spécifier une agrégation dans votre colonne directement, ça force le calcul, ce qui fait que pour chacun de vos contextes de lignes, du coup, il va agréger les données. Donc, si par exemple Business Finance, elle apparaît 20 fois, il va vous afficher les 20 valeurs distinctes. Alors que si vous spécifiez une agrégation par défaut, il va regrouper en une seule ligne Business Finance et vous sommet toutes les lectures associées. Voilà. Donc ne pas résumer, c'est il vous déplie tout votre jeu de données. Et résumer, c'est qu'il vous rationalise, il vous agrège les données à la ligne directement. J'espère qu'on a répondu du coup, Julie Gaël. Ouais, je pense. Allez, je te mets à l'écran, Benjamin, et à ton tour de nous montrer un peu le DAX, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ouais, bah avec plaisir. Donc, tu t'as présenté Sum, tu as présenté Calculate et All. Donc ça fait déjà 3 fonctions que vous pouvez vous noter et réessayer dans un prochain projet. Et je vais vous présenter, pour débuter, une autre façon de sommer, une fonction qui s'appelle SumX. Donc juste pour vous expliquer un petit peu le contexte ici, j'ai une situation très simple. Je fais des ventes. Et donc, sur ma table des ventes, j'ai ici à la fois des quantités et aussi des prix unitaires. Mais vous voyez, c'est dans 2 colonnes séparées. J'ai d'une part les quantités, d'autre part, j'ai le prix unitaire. Donc là, ça ne marche pas l'histoire de faire une somme, parce que moi, ce que je veux faire, c'est multiplier, comme vous en doutez, multiplier les quantités par le prix unitaire pour chaque ligne, et ensuite retourner le total à l'utilisateur. Et donc, ça me permet de vous présenter une nouvelle fonction ici au niveau Total Sales. On va utiliser SumX. Donc, c'est exactement la même fonction que... Enfin non, le début plutôt est le même que ce que Enzo vous a présenté. Mais à la fin, on ajoute un X pour justement itérer sur chaque ligne. Donc en fait, ici, ce qu'on va dire, c'est je veux itérer sur chaque ligne de la table des sales. Donc ça, c'est le premier argument que demande la fonction. Et deuxièmement, c'est assez simple en fait, c'est quelle est l'opération que vous voulez réaliser. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est pour chaque ligne, prendre la colonne quantité et la multiplier par le unit price, donc le prix unitaire. Donc ça, c'est une autre fonction que vous allez voir très régulièrement quand vous voulez effectuer une opération sur un tableau.
ligne par ligne. Donc là, on prend toutes les lignes de la table sales, on effectue cette opération. Et c'est ce qu'on appelle un itérateur pour les plus curieux, mais le plus important, c'est de voir un petit peu le résultat. Par exemple, je vais ici afficher les années. Je vais pouvoir utiliser directement la mesure que je viens de créer. Je peux voir le montant pour chacune de mes années. Ça, c'est le premier exemple que je voulais vous partager. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de montrer le résultat si tu n'utilises pas la fonction SumX, justement. Parce que là, on pourrait très bien se dire, une personne qui est néophyte, de dire, ouais, Benjamin, pourquoi tu fais un SumX? Pourquoi tu fais pas une nouvelle mesure qui fait prix unitaire fois la quantité, Ouais. basiquement, tu vois. Oui, bah là, bonne idée. Donc si par exemple on dit, je fais ça fois ça, tout simplement, vous allez C'est avoir, possible. ça va pas être, Ouais. concluant le test. Ouais. Donc de toute En façon fait, là, il faudrait que presque on pourrait se dire, ouais, du coup, là, Benjamin, là, je fais vraiment celui qui comprend pas et qui fait le bête jusqu'au bout. Enfin, le bête, non, mais qui comprend pas. Et là, je te dis, mais Benjamin, pourquoi tu rajoutes pas un sum à sales quantity, puis tu fais un sum aussi tu rajoutes deux sums, en fait, pour Ouais. chaque colonne. Ouais, Faisons ça, ça doit marcher si tu fais ça, c'est possible. certainement. On va essayer. Hop. Et là, on voit que les Donc valeurs, là, sont rien à voir. on a un résultat, mais effectivement qui n'est pas le bon résultat parce que c'est pas ce qu'on veut en fait. Là, si on le prend littéralement, là, on fait la somme de toutes les quantités, on la multiplie par la somme de tous les prix unitaires et pour, plein de raisons que je vais pas détailler, c'est pas du tout la bonne approche. En fait, ce qu'il faut que vous reteniez, donc c'était une bonne idée de le comparer, mais là, l'avantage, c'est qu'on sait le résultat attendu. Donc si jamais Exactement. vous ne connaissez pas le résultat attendu, là, ça peut y avoir des difficultés. Ce qu'il faut retenir, c'est dès que vous avez plus d'une colonne, vous avez besoin, a priori, d'utiliser un itérateur pour la somme. Pour faire d'autres opérations, il y a d'autres itérateurs qui existent. Je vais pas les présenter pour l'instant. Donc j'enchaîne. Ouais. La deuxième chose qui est intéressante, c'est de faire un titre dynamique, ou plutôt c'est de récupérer. Précédemment, on a récupéré ce que tu avais montré, Enzo. On pouvait, dans le tableau, voir différents éléments directement. Mais là, on a un autre visuel qui permet de choisir, moi, je m'intéresse plutôt aux fournitures, ou je m'intéresse aux technologies, etc. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le tableau va se mettre à jour sur la droite. D'ailleurs, soyons fous, créons un graphique. Et pour que ce soit encore plus, comment dirais-je, évident pour mon utilisateur, plutôt qu'avoir le titre par défaut, donc à chaque fois que vous allez créer des titres dans des graphiques, vous aurez un titre par défaut dans Power BI. Là, on voudrait afficher la catégorie qui a été sélectionnée par mon utilisateur directement dans le titre. Donc, c'est une autre utilisation des mesures qui est pas non plus l'utilisation principale des mesures, mais c'est une utilisation qui vous permet de dynamiquement créer du texte. Et je vais vous montrer comment le faire. C'est extrêmement simple. Vous allez écrire du texte, par exemple, évolution des ventes. Et là, la fonction à retenir, je crois que c'est la 5e qu'on évoque aujourd'hui en démo. La fonction à retenir, c'est selected value. Et donc là, je peux aller chercher la valeur sélectionnée par l'utilisateur. Donc, par exemple, ici, je voudrais savoir quelle est la catégorie qui a été cochée par mon utilisateur pour créer ce titre dynamique. Je vais rapidement vous montrer comment ça se passe pour le mettre ensuite sur le graphique. Vous allez dans les propriétés, dans le titre. Et par défaut, Power BI va vous créer un titre automatiquement. Mais ce qu'on veut faire, c'est utiliser ce petit bouton FX qui est très puissant. On peut faire plein de choses là-dessus. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Mais l'idée, c'est que dans ce menu-là, et que vous ne voyez pas à l'écran parce que, évidemment, StreamYard n'a pas compris ce que je veux. Mais l'idée, c'est que je vais aller chercher ce titre dynamique via ce bouton-là. Je vais aller chercher la mesure et je l'ai attaché à mon graphique. Donc là, vous voyez, il y a marqué évolution des ventes pour Office Supplies. Mais si je change de catégorie, par exemple fourniture, vous allez voir que le titre se met à jour dynamiquement ici. Donc, après, j'ai écrit le titre rapidement. On pourrait l'améliorer évidemment. Donc, évolution des ventes, je pourrais écrire pour la catégorie. Vous voyez l'idée. Après, vous allez pouvoir créer exactement le titre dont vous avez besoin pour éclairer votre utilisateur. On a Samia qui apparemment n'a pas très bien compris comment fonctionne le titre. Comment fonctionne le, excuse-moi? Comment fonctionne le titre? Je pense que c'est peut-être la fonction qui n'a pas très claire pour Samia.
j'ai l'impression. Je pense que c'était juste avant mon titre était là je viens de l'enrichir. Alors Samia, est-ce que tu valides le titre maintenant? Dis-nous. Dis-nous, même si quelqu'un d'autre hors que Samia n'a pas compris ou Ouais, tu as n'hésitez pas. besoin exact. Ouais. Donc là, mon utilisateur peut sélectionner un item et ça va mettre à jour le titre et plus généralement, ça va vous permettre de générer du texte dynamique. C'est pas forcément, que du titre. Alors évidemment, là, si votre utilisateur sélectionne plusieurs items dans le segment, vous allez voir que cette technique ne marche plus et il faudra venir au prochain live si vous voulez Avec du avoir la bon. solution. Hem, donc On peut fonction faire des titres. Ouais. En fait, je pense que ce qui est important à préciser et ça pourrait aider d'autres personnes que Samia, c'est que là, ce que vous montre Benjamin, c'est un exemple parfait de la notion de contexte de filtre en DAX. C'est de se dire, je me permets Benjamin de réexpliquer ou tu veux peut-être, ouais, alors en fait, je sais pas si on va dans tant de détails, mais je vais dire quelque chose, puis tu vas compléter Enzo si tu ouais, veux bien. Ce qu'on fait ici, ton utilisateur, je réexplique l'histoire. J'ai ouais, mon évolution des ventes et je peux dire: «Ah moi, je suis plutôt intéressé par telle catégorie de produits». Donc si je clique sur fourniture ici, j'ai les ventes qui sont filtrées sur cette catégorie. Puis, l'utilisateur va être libre de choisir exactement ce qu'il veut et il va regarder le graphique. Maintenant, pour rendre le graphique encore plus explicite, je vais ajouter un titre dynamique, c'est-à-dire un titre qui va expliquer ce que je suis en train de voir. Là, comme j'ai cliqué sur technologie, je suis en train de voir l'évolution des ventes pour technologie. Donc, on va mettre à jour le titre pour qu'il reflète la sélection de l'utilisateur. Voilà, dites-nous si c'est clair. Puis Enzo, si tu veux non, compléter. c'est exactement ça. On a un segment qui permet à la personne de filtrer son jeu de données en fonction d'une sélection, catégorie. Cette catégorie-là qui va sélectionner, on veut la faire afficher pour donner, et c'est toujours important, ça, c'est de donner du contexte à l'analyse dans le titre du graphique. Et pour cela, on utilise la fonction du coup selected value qui va récupérer de la colonne catégorie, donc le champ qu'on voit catégorie, va récupérer la valeur sélectionnée par l'utilisateur. Donc, je ne sais pas si tu peux remontrer rapidement la fonction de Benjamin, mais la fonction, elle est très explicite pour le coup. Ouais, absolument. C'est de se dire, donc, le texte en rouge, c'est juste du texte basique, on peut presque ne pas le considérer pour le moment, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le selected value. C'est cette fonction-là qui dit, OK, grâce à cette fonction, je vais récupérer la valeur du coup sélectionnée, traduction littérale en français, de ma colonne catégorie. Et cette même colonne catégorie, elle est réutilisée dans quel endroit? Elle est réutilisée dans le segment qui permet de faire des sélections, justement, les fameux filtres. Exact. Donc, vu que la personne va sélectionner technologie, fourniture, peu importe, la valeur sélectionnée va être stockée dans la mesure titre dynamique. Et ce titre, après, d'ailleurs, on le réutilise pour alimenter du texte, nos titres de visuels, etc. etc. Voilà. Je pense qu'on a bien complété le sujet. Exact. Donc, voilà une utilisation intéressante pour créer pour éclairer votre utilisateur. Alors, je vais montrer rapidement un dernier exemple qui est un peu plus avancé. Donc, accrochez-vous. Et c'est plus pour faire du teasing sur d'autres Mhm. techniques plus avancées pour la suite. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails techniques cette fois-ci. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai les ventes de l'année. Par année, pardon. Mon utilisateur peut dire, bah, moi, je veux aller voir, par exemple, l'année 2023 et peut continuer à sélectionner la catégorie qui l'intéresse. Et ce que je voudrais faire ici, c'est colorier un mois de façon conditionnelle. Donc là, c'est une technique beaucoup plus avancée que je vous partage pour vous faire venir au prochain live, j'espère. Je vais être capable de calculer le rang et en fonction du rang, je vais pouvoir renvoyer une couleur. Donc là, le code est plus complexe, mais vous attardez pas sur le code, s'il vous plaît. Pour l'instant, je vais vous montrer simplement ce que ça fait. Je vais pouvoir ici colorier mes colonnes de façon dynamique. Donc actuellement, je pourrais dire bah, tout est en bleu ou tout est en bleu foncé. Et ensuite, je peux utiliser ce fameux bouton FX, cette fois-ci, pour venir aller chercher une mesure. Alors, je sais que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire parce que c'est sur une autre fenêtre, mais l'idée, c'est que je vais aller chercher la mesure que j'ai créée juste avant. Vous allez voir, par exemple, que ici, cette mesure, eh ben, elle renvoie la couleur de mon meilleur mois. Et vous pouvez ensuite changer, évidemment, la sélection, ou je peux aller voir une autre année. Par exemple, je vais aller en 2021, etc. Et là, ce que je fais,
c'est je colorie dynamiquement mon visuel. Puis ça peut être toutes sortes de règles que vous pouvez appliquer pour aider, encore une fois, votre utilisateur. Donc, on aide l'utilisateur en affichant le bon titre. On aide l'utilisateur en affichant la bonne métrique, évidemment. J'aurais dû commencer par là. Et enfin, on peut aussi aider l'utilisateur en lui affichant conditionnellement peut-être des couleurs, des messages. Ça, c'est des techniques plus avancées que je pense qu'on aura le plaisir de développer dans des prochains lives, Enzo. Complètement. Là, c'est de se dire, en fait, on vous montre le B à bas. En DAX, il y a des mesures, les colonnes, on peut faire des sommes, créer de l'information, mais on peut aller beaucoup plus loin. Je ne sais pas si tu peux remontrer ta fonction qui permet de mettre le total sales, le Ouais. basements en green. Donc là, vous voyez qu'on rentre dans des notions de créer des variables, etc., pour avoir du rank X. Donc, honnêtement, sur papier, cette fonction fait très peur, mais quand vous pratiquez le DAX depuis quelques mois, quelques semaines même, vous la décomposez bien et vous comprenez en fait que c'est pas si compliqué que ça. Le tout, c'est de comprendre les différents niveaux d'application de la fonction. Donc, ça, dans le prochain live, c'est des choses qu'on verra typiquement, comment on peut aller plus loin dans l'utilisation du DAX. Là, je vous ai vu la base. On peut aller encore plus loin. Le DAX n'a pas de limite. C'est pour ça que je vous dis vraiment, ne pas utiliser le DAX dans Power BI. Je pense que c'est même pas utiliser 50% des capacités de l'outil. Donc, c'est primordial. C'est primordial. Ok. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Benjamin, sur ce sujet. Moi, j'ai fini pour la démo. Super. Ben, en plus, on est pile poil à l'heure, donc c'est super. Ouais. On a une question de Oscar qui est pour toi, du coup, Benjamin, qui demande est-ce que ça marche avec le volet de sélection? Et je présume qu'il faisait référence au selected value. C'est quand la personne sélectionne une valeur dans le segment. Est-ce que ça marche aussi dans le volet filtre, le volet de sélection à droite? Oui, ça devrait fonctionner. Alors là, on est sur une sélection unique, donc ça va fonctionner, ouais. Sachant qu'en plus, concernant le volet de filtre, Oscar, on conseille plutôt de mettre plutôt plutôt des segments plutôt que des filtres dans le panel de filtres qui sont un peu moins ergonomiques pour l'utilisateur. Mais garde en tête que c'est pas par rapport à l'objet segment que la valeur est récupérée, mais par rapport vraiment à la colonne, à la valeur dans la colonne. Voilà. Super. On avait une dernière question que je voulais traiter de Raphaël qui nous demandait pourquoi ne pas créer une colonne ou un indicateur directement via SQL sur le DataWare et ensuite l'importer dans Power BI. Et c'était pour bien comprendre la différence entre le traitement amont SQL et Power BI. Donc, pour te répondre, Raphaël, il faudra toujours, et je dis bien toujours, et je ne prends aucun risque en le disant, il faudra toujours prioriser et favoriser toutes les transformations en base. Et tant que c'est possible de ne pas le faire en Power Query ou en DAX, vos bases de données, qu'elles soient relationnelles ou non, seront toujours plus performantes dans vos transformations que l'outil Power BI et que même que Power Query. Gardez en tête qu'on fait très souvent l'amalgame Power Query égale ETL. C'est vrai sur le papier parce que ça fait un peu les mêmes fonctions, etc. Enfin, ça a la même utilité, transformer, nettoyer, créer de l'information, mais c'est pas du tout aussi puissant. Ça fait pas, on peut pas l'ordonnancer, etc. Et dans tous les cas, c'est pas aussi puissant. C'est pas fait pour. Power BI est un outil de data vis. Donc, Raphaël, c'est une très très bonne question. Tant que c'est possible, autant créer la valeur directement dans vos bases et ensuite la récupérer dans Power BI plutôt que de le faire dans Power Query ou en DAX. Par contre, Power Query et le DAX sont du coup une solution alternative dans le cas où votre équipe de data engineer, par exemple, n'a pas les moyens ou le temps, ou n'a pas envie, ou ne juge pas pertinent d'alourdir le modèle de données directement en base. Voilà. Donc, c'est une très bonne question, Raphaël. Mais ce que je réponds à chaque fois, et c'est une des questions qu'il y a dans l'assertif d'ailleurs Power BI, c'est dès qu'il y a la transformation, si possible, on le fait en amont et on ne le fait surtout pas sur Power BI. Voilà. Alors, il y a Thibaut qui nous dit laissez-nous quelques jours avant le prochain live pour qu'on puisse s'exercer. Ben, en plus, vous avez la formation gratuite de Benjamin pour mettre en plus les mains dedans, donc c'est super. On a Luc qui nous demande le prochain live. Ben, écoute, je pense que Benjamin, ça sera assez rapidement, en fait, d'ici un mois, je pense. Je pense que d'ici Ouais, c'est ça. Laissez-nous un petit peu de temps pour l'organiser, mais c'est sûr que dans les prochaines semaines, ça va arriver. Exactement, voilà, on se dit fin février, début mars. Donc, Ouais. n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on communiquera dessus, bien évidemment. Le DAX-Exploration niveau 2, où on ira plus loin. Vous verrez qu'on peut même faire 3-4 niveaux facilement sur le DAX pour des choses bien complexes, des moyennes pondérées sur des périodes fiscales différentes, etc. On peut aller super loin. Donc, voilà.
Et ensuite, on a Anen qui pose une question, enfin, qui fait une remarque, qui nous dit pour une colonne, oui, c'est faisable. Donc, c'est pour rebondir, je pense, à ce que je disais à Thibaut ou je ne sais plus, à Raphaël. Oui, en effet, je parlais bien des colonnes, hein, de créer une colonne supplémentaire. On le fait directement dans le DataWare si possible. Bien sûr que la mesure, c'est votre élément de calcul et la mesure, généralement, on ne la calcule pas directement en table de fait parce que vous restreignez du coup la table de fait à ce calcul spécifique. Super. Eh bien, je pense qu'il ne reste plus qu'à remercier tout le monde de votre présence. On est pile poil dans les temps, c'est super. J'espère que ce premier live, en tout cas sur le DAX, vous aura plu. Merci Benjamin pour ta participation toujours aussi pertinente et agréable. Bah, merci à toi pour l'invitation. Puis, s'il vous plaît, faites-nous un feedback dans les commentaires, sur le format, tout ça. Ça nous fait plaisir d'avoir vos retours également. Ouais, exactement. En effet, je rassure tout le monde, le live, le replay sera disponible. Je mettrai ça sur LinkedIn et sur ma chaîne YouTube, donc vous aurez tout à disposition. Benjamin vous fera une petite, il vous partagera ça aussi tranquillement. Voilà. Bon, ben super. Merci tout le monde. Merci pour vos retours. Benjamin, je te souhaite du coup une bonne après-midi. Bon après-midi à toi, Merci. à Montréal. Pour les autres qui sont sur le continent européen ou non, qui sont sur le monde du coucher ou du repas ou du soir, passez une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Benjamin, à très vite. Et ciao, ciao tout le monde. Yes, ciao.